Direction le Royaume-Uni dans les années 80 pour une affaire qui a marqué les Anglais, celle de la disparition d'une agent immobilier. Elle n'est jamais revenue d'une visite organisée avec un client, le mystérieux Mr. Keeper. Mais qui est-il? Et s'il n'en était pas à son coup d'essai? Découvrez aujourd'hui la triste et injuste histoire de Suzy Lample. Hello la team, comme toujours un petit like pour aider cette vidéo à être plus largement diffusée et un abonnement, c'est l'occasion de découvrir toujours plus d'histoires inédites. Susanna Jane Lample est née le 3 mai 1961 et est originaire de Fulham, à Londres, au Royaume-Uni. C'est une belle jeune femme de 25 ans sans histoire, agent immobilier de profession. Et justement, le 28 juillet 1986, à 12h40, il est l'heure pour elle de quitter son bureau pour se rendre à une visite. Et alors que cela devait durer entre 3/4 d'heure et 1 heure tout au plus, eh bien elle tarde à rentrer. Et ça ne lui ressemble pas. Elle avait hâte de revenir, ayant une masse considérable de travail qui l'attendait au bureau, sans compter qu'elle avait une visite un peu plus tard dans la journée. Et c'est dès 15h30 que ses collègues commencent à s'inquiéter. Ils jettent alors un coup d'œil à son agenda où il est noté 12h45, Mr. Keeper, 37 Shorolds O/S. Et dans leur jargon, cela signifie qu'elle avait rendez-vous à l'extérieur de la maison du 37 Shorolds Road à Fulham avec un certain Mr. Keeper. Et effectivement, à cette adresse, il y a bien une maison à vendre. L'une de ses collègues décide alors de passer un coup de fil à l'adresse indiquée, peut-être qu'elle y est encore, mais ça ne répond pas. Alors à 16h30, décision est prise par ses collègues de se rendre à l'adresse pour voir ce qu'il s'y passe. Mais forcé de constater que la maison est vide. Ils sont alors retournés à l'agence, pensant peut-être la trouver, mais toujours rien. Ils contactent alors Diana, la mère de Suzy, lui expliquent qu'ils ne veulent pas l'inquiéter, mais qu'ils ne savent pas où est Suzy. Alors peut-être est-elle chez elle? Mais non, Diana leur explique ne pas avoir eu de nouvelles de sa fille de la journée. Alors c'est dans les environs de 18h, et donc sans trop attendre, que tous décident de contacter le commissariat. Et par chance, les policiers vont immédiatement prendre l'affaire au sérieux. Ce n'est pas la première fois qu'une agent immobilier disparaît. C'est une triste tendance, en recrudescence dernièrement, alors ils décident de se lancer à la recherche de la jeune femme sans attendre. Une enquête est donc immédiatement diligentée. Pendant ce temps, les parents de Suzy sillonnent compulsivement les rues de la ville, persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à leur fille. Elle n'est jamais en retard et ne s'est jamais absentée du travail. Les enquêteurs, quant à eux, vont se pencher sur l'agenda de la jeune femme et ainsi découvrir l'existence de ce mystérieux Mr. Keeper. Les officiers décident alors de se rendre à l'adresse de la maison à vendre. Ils interrogent les voisins et effectivement, certains sont catégoriques, ils ont bien vu l'agent immobilier. C'était entre 12h45 et 13h. Un voisin qui rentrait chez lui l'a aperçu à 12h45, elle attendait alors devant la propriété. Et 15 minutes plus tard, cette fois, elle a été vue en train de quitter la propriété, mais cette fois, elle était accompagnée d'un homme. Et cette voisine serait tout à fait incapable de décrire cet homme, car ils étaient de dos. Et elle est catégorique, la femme était blonde, pas brune, comme sur la photo que les policiers lui ont présentée. Les agents pensent alors qu'elle n'a pas bien vu la scène, mais ils prennent tout de même ce témoignage très au sérieux, car ce devait forcément être Suzy, le timing ne laisse que peu de place au doute. Seul son client et elle pouvaient quitter la propriété à ce moment. Mais elle est tout à fait incapable de décrire le visage de l'homme. Elle ne l'a vu, encore une fois, que de dos, mais elle réussira cependant à en faire une description assez précise de lui, de dos, bien évidemment, ce qui donnera lieu à la création d'un portrait robot présentant les deux de dos. Alors avouez que c'est là un portrait robot d'un nouveau genre, mais ceci dit, c'est mieux que rien, et j'ai pas trouvé ce portrait robot d'ailleurs. Puis, vers 22h ce jour-là, les enquêteurs retrouvent le véhicule de Suzy à seulement 1 km de son bureau. Et il n'y a pas d'empreinte autre que celle de Suzy. Et la configuration de cette trouvaille est pour le moins inquiétante. La voiture est garée complètement de travers. Et la porte côté conducteur est ouverte. Donc personne n'a pris la peine de la fermer. Et les clés ne sont pas sur le contact, mais aux surprises, dans la boîte à gants, il y a le sac
de Suzy, et il semble qu'il y ait toutes ses affaires à l'intérieur, à l'exception de ses clés de domicile, ainsi que des clés de la fameuse maison de Shorrold Road. Et autre élément inquiétant, alors que Suzy avait été vue au volant de son véhicule, cette fois, le siège conducteur a de toute évidence été déplacé. Suzy mesure 1m68, et vu la façon dont le siège est disposé, la personne qui le conduisait devait être bien plus grande. En tout cas, Suzy, elle, n'aurait jamais atteint les pédales avec le siège poussé aussi loin. Ce qui pousse les enquêteurs à penser que ce n'est pas elle qui conduisait la voiture au moment où elle a été abandonnée. Un appel à témoins de grande ampleur est lancé dès le lendemain, et des articles paraissent dans diverses presses avec des titres du type crainte d'enlèvement pour l'agent immobilier féminine. Et toujours ce même jour, alors que triste hasard du calendrier, c'est l'anniversaire de la maman, Diana, les journalistes se précipitent à son domicile. Et les parents accueillent les journalistes avec beaucoup d'intérêt, conscients qu'ils pourraient les aider à retrouver leur fille en médiatisant en masse cette affaire. Et plusieurs témoins vont se manifester dans la région. Le premier, c'est un homme qui passait justement devant la maison en vente au moment de la disparition de Suzy, et il est catégorique. Il l'a vu, Suzy. Et par chance, il a vu l'homme de face. Et ça va permettre la création d'un portrait robot avec cette fois le visage de celui qu'on pense être Mr. Keeper. Il est alors décrit comme un homme blanc, âgé entre 25 et 30 ans, il a la peau mate, les cheveux d'une certaine longueur coiffés en arrière, et certains diront même qu'il semblait avoir le nez tordu, comme s'il avait été cassé par le passé. Il était habillé avec classe, portant un costume sombre, un costume qui ressemble étrangement à ceux que portaient les étudiants à l'époque dans certaines universités du coin. Le témoin ne sait pas grand-chose de plus, si ce n'est que l'homme avait à la main une bouteille de champagne. Donc on peut imaginer aisément qu'il l'avait ramenée parce qu'il avait dit à l'agent immobilier « Super, j'achète la maison, venez, on va fêter ça ». Puis c'est un autre témoin qui appelle le commissariat après avoir vu les avis de recherche. Il pense avoir croisé le couple, lui aussi. Il a indiqué que les deux ont attiré son attention car ils se disputaient. C'était alors entre 14h et 14h30, à quelques centaines de mètres seulement du lieu de la disparition. Un autre témoin explique qu'alors qu'il était en voiture, il a croisé la route d'une voiture correspondant à celui de Suzy, une Ford Fiesta blanche immatriculée B396 Gann. Et à son bord, il y avait le couple. Et cette voiture avait attiré son attention car la femme qui conduisait, une charmante femme qui correspondait parfaitement à la description de la disparue, eh bien il se souvient qu'elle conduisait de manière complètement désorganisée. La voiture allait de gauche à droite, elle accélérait et parfois elle ralentissait, et sa conduite était si dangereuse qu'il avait dû faire une embardée pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule. Et ce témoin est catégorique. La jeune femme au volant se disputait avec l'homme qui était alors sur le siège passager. Sauf que ce témoignage va venir se contredire avec celui d'une amie proche de Suzy, une certaine Barbara Whitfield. Elle est catégorique, elle a vu à ce moment même la voiture de son amie à un autre endroit dans la ville. C'était vers 14h45, et son amie était effectivement en compagnie d'un homme. Elle conduisait alors vers le nord de Fulham Palace Road, et alors qu'elle avait croisé donc le véhicule de son amie, elle lui avait fait un signe de la main. Mais elle indique que Suzy, qui parlait alors tranquillement avec son passager, ne l'avait pas vue. Et encore une fois, aucune dispute. Mais ce n'est pas tout ce que les enquêteurs vont découvrir. Ils pensent que le suspect conduisait peut-être une BMW noire, qui avait la particularité d'avoir une conduite à gauche, comme c'est le cas en France par exemple. Et ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, où la conduite est à droite. Alors forcément, ce type de véhicule ne passe pas inaperçu. Un témoin va leur indiquer avoir vu cette BMW noire garée devant la maison visitée par Monsieur Keeper au moment de la disparition de Suzy. Et cette voiture l'avait intrigué car il ne l'avait jamais vue auparavant dans le coin. Et un jogger se manifeste aussi, et lui affirme avoir aperçu une femme blonde se battre avec un homme, mais pas dans la Ford Fiesta de la victime, non, ils étaient cette fois dans une BMW noire. Et la pauvre avait même klaxonné pour attirer son attention, mais il avait continué son chemin pensant que c'était là une simple dispute de couple. Il a déclaré « Je suis sorti du parc pour être accueilli par une BMW qui roulait à toute vitesse avant de s'arrêter net. Et quelqu'un à l'intérieur a longuement appuyé sur le klaxon. Alors je me tenais là, et j'ai vu une femme blonde, elle avait l'air de rire ou de crier, et ce qui m'inquiétait c'était de savoir comment elle pouvait conduire avec ce qu'il était en train de se passer. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il s'agissait là d'une voiture à la conduite à gauche. »
Mais son récit a d'office été complètement mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'il a décrit une femme blonde. Or, Suzy est brune. Et ce n'est que quelques jours plus tard que les enquêteurs se rendront compte de leur erreur. Ils apprennent que Suzy s'était teint les cheveux en blond le vendredi précédant sa disparition. Et bien entendu, c'est une photo d'elle avec les cheveux bruns qui avait été diffusée dans les médias, et il a fallu attendre de corriger le tir pour enfin prendre au sérieux ce témoignage. Donc, ce n'est que quelques jours plus tard que les policiers se mettront à la recherche d'une BMW noire. Et donc ce témoin a réalisé lui-même que ce n'était donc pas la femme blonde qui était au volant, mais l'homme brun, puisqu'il n'avait pas réalisé que la conduite de cette BMW était à gauche. Et ceci explique cela. Pour étoffer davantage l'enquête, et comme le veut la procédure, les proches de Suzy sont interrogés. Ils ont interrogé son petit ami, un agent de change de 27 ans, ainsi que son colocataire, mais tous les deux ont des alibis solides, et ils ont donc été retirés de la liste des suspects. Les enquêteurs découvrent, en interrogeant les collègues de Suzy, qu'un bouquet de fleurs lui avait été livré sur son lieu de travail, et ce par un homme dont ils ignorent l'identité. Serait-ce là Monsieur Keeper, ou était-ce là un livreur ? Mystère. Et les médias vont s'en mêler et aborder une nouvelle hypothèse, et je dois dire que je la trouve passionnante. Personne ne connaît le prénom de Monsieur Keeper. Mais tous se demandent s'il n'avait pas dit à Suzy qu'il s'appelait Dan Keeper, ce qui serait alors l'anagramme de kidnappeur. Et pire même, si vous enlevez le K et que vous le remplacez par un R, ça donne violeur. Et donc, et si le ravisseur était du genre plutôt joueur, pourquoi pas ? Et vous allez voir qu'effectivement, celui qui deviendra le suspect principal dans cette affaire, plusieurs mois plus tard, eh bien, est du genre joueur. Il est loin d'avoir la finesse d'esprit du Zodiac, mais c'est un fait, il aimait se jouer des enquêteurs. Et on pourrait penser que les enquêteurs, comme il est d'usage de le faire, auraient interrogé les délinquants de la région, mais non. Ils omettront de le faire, et ils se justifieront. Il s'agissait là d'une simple disparition, et de ce fait, ils n'étaient pas tenus de le faire. Or, ce fameux suspect principal, et comme vous le verrez plus tard, est justement un délinquant de la région. Les jours vont passer, et la pauvre Suzy est toujours introuvable, et ses parents sont désespérés, mais lucides. Le 4 août, soit une semaine après sa disparition, Diana va confier à l'émission London Plus de la BBC qu'elle commence à réaliser que sa fille est peut-être morte. Elle dira « Je peux faire face au fait qu'elle soit morte, mais je ne peux pas faire face à ce qu'il s'est probablement passé avec cet étranger, c'est tout simplement trop pour moi. » Selon Paul et Diana les parents, leur fille était en excellente condition physique, elle faisait par exemple énormément de natation, elle avait un excellent niveau, alors pour eux, si elle n'est pas réapparue, c'est que quelque chose de grave s'est passé. De plus, elle n'aurait jamais supporté d'être enfermée. C'était tout simplement au-dessus de ses forces, et pour cause, Paul a expliqué que depuis son enfance, Suzy était claustrophobe. La dernière fois, par exemple, qu'elle a paniqué, c'était récemment, alors que tous étaient dans un téléphérique, qui pourtant était composé de vitres ouvertes sur la nature. Alors il sait que sa fille aurait été terrifiée d'être enfermée quelque part. Alors c'est désespéré qu'il préfère croire qu'elle n'est plus de ce monde, plutôt que de l'imaginer dans une souffrance incommensurable, à souffrir encore et encore dans un milieu clos, sans parler du reste. Les Anglais sont touchés, cette affaire va faire la une des journaux pendant un très long moment, mais malheureusement l'affaire va stagner. Si on a réussi à peu près retracer l'itinéraire de Suzy et de ce fameux Mr. Keeper l'après-midi de sa disparition, il n'y aura plus aucune nouvelle piste. Il va falloir attendre 1 an et demi à la lumière d'une sordide arrestation pour qu'un officier à l'œil alerte se rende compte d'une chose. En regardant bien le portrait robot de Mr. Keeper, il se rend compte qu'il ressemble fortement à un homme qui vient tout juste d'être inculpé pour meurtre, un certain John Cannan. C'est un violeur condamné qui, au moment des faits, venait tout juste d'être libéré d'une prison ouverte qui se situait non loin du lieu de la disparition de Suzy. Donc sachez qu'une prison ouverte laisse beaucoup plus de liberté aux détenus. Ils sont pour la plupart autorisés à sortir en journée pour aller travailler et ne doivent rejoindre l'établissement que le soir venu. Et l'âge de cet homme correspond au témoignage, puisque John Cannan était âgé de 32 ans au moment de la disparition de Suzy. Sachez qu'il a été condamné par le passé déjà à plusieurs années d'emprisonnement parce qu'en 1980, soit 6 ans avant la disparition de Suzy, il avait violé et battu sa petite amie alors qu'elle tentait simplement de mettre un terme à leur relation. Puis il avait fait la même chose avec une commerçante sous la menace d'un couteau l'année suivante en 1981.
Il apparaît qu'au moment de la disparition de Suzy, il occupait un emploi de livreur dans la région, ce qui le place donc dans la même zone géographique et le même espace-temps que Suzy. Ce policier fait part de ses doutes à ses collègues et ils sont d'accord. C'est peut-être leur homme, en tout cas ça ne coûte rien de creuser la piste. Ils commencent alors une minutieuse enquête et ils apprennent rapidement que Canaan avait dit à ses collègues, quelques semaines avant la disparition de Suzy, qu'il avait rencontré une jolie femme, une certaine Susu. Étrange. Sans compter que les enquêteurs découvrent qu'il fréquentait les mêmes établissements que Susanna, tantôt des bars à vin, tantôt des pubs, dont l'un, le Crocodile Tears, qui était situé juste en face de l'agence immobilière où travaillait Suzy. Et ses anciens codétenus et collègues sont catégoriques, il aimait aller dans les bars à vin de Fulham. Un autre endroit que Canaan fréquentait était le pub Prince of Wales, à Putney, et on sait que Suzanne y était justement 3 jours avant sa disparition. Hasard ou coïncidence, le jour où Canaan a été libéré de prison. Donc, le seul jour où depuis de nombreuses années, il pouvait sortir le soir. Et d'ailleurs, on reparlera de cette soirée plus tard. Une nouvelle équipe fera bien des années plus tard de nouvelles découvertes sur les étranges événements qui s'y sont déroulés ce soir-là. Puis les enquêteurs apprennent aussi que pour séduire ses victimes, Canaan avait l'habitude de leur faire livrer des roses. Et souvenez-vous, Suzy en avait reçu seulement une poignée de jours avant sa disparition. Or c'était là la première fois. Et je vais vous dire, pour quel fait sordide, il a été placé sous les verrous seulement 15 mois après la disparition de Suzy. C'était en octobre 1987. Il avait enlevé et assassiné Shirley Banks, 29 ans. La pauvre était juste sortie faire du shopping, en sachant que la veille, il avait fait le tour de tous les bars à vin de la ville de Bristol, cette fois à la recherche d'une victime potentielle. Et que 3 semaines plus tard, il tentera d'abuser de 2 femmes dans un magasin. Et plusieurs semaines avant, il n'avait rien trouvé de mieux que de rejoindre une agence matrimoniale de Bristol sous le nom d'emprunt de John Peterson. Il s'était présenté sur sa vidéo de présentation comme un homme prospère et il était habillé élégamment. On note alors une certaine similitude avec la façon dont était habillé Mr. Keeper. Et donc pour en revenir à la pauvre Shirley Banks, il l'avait kidnappée alors que la pauvre était tranquillement en train de faire du shopping et il l'avait retenue en otage dans son appartement, donc l'appartement de John Canaan, pendant 18 heures. 18 heures en tête-à-tête avec son bourreau avant de la tuer et de la jeter sur la colline de Quantock, un lieu tristement réputé parce que nombre de corps y avaient été déposés par le passé. Et devinez quelle voiture conduisait Canaan ? Une BMW sombre, bien sûr, la même que celle que le jogger et un autre témoin avaient vue l'après-midi de la disparition de Suzy. Donc tout naturellement elle est fouillée, et à l'intérieur, les enquêteurs trouvent une imitation d'arme de poing, ainsi que des menottes, ainsi que les papiers du véhicule de Shirley. Et autre découverte perturbante, les enquêteurs découvrent que John Canaan a une autre voiture, sur laquelle il avait fait poser une fausse plaque d'immatriculation. Elle était alors immatriculée SLP 386S. Et ils ont supposé que SLP, c'était peut-être pour Suzanne Lample, et 86 pour l'année de sa disparition. Alors c'est trop gros, me diriez-vous, qui serait assez stupide pour faire ça. Eh bien c'était tout à fait le style de Canaan. Il aimait beaucoup, comme je vous le disais, se jouer des policiers, il laissait des indices ça et là. Mais dans le cas du Zodiac par exemple, les indices étaient extrêmement subtils. D'ailleurs, on n'a même pas pu encore à ce jour les déchiffrer. Et là, on est vraiment... Moi, j'aime bien dire ça, c'est le Zodiac du pauvre, ce John Canaan. Alors, si t'es pas capable de faire preuve d'autant de finesse qu'un Zodiac, ça sert à rien de faire ce genre de choses. Là, en l'occurrence, si toute cette histoire d'anagramme et cette histoire de plaque d'immatriculation est vraie, faut être stupide presque pour faire ça. En tout état de cause, à la lumière de ces nouveaux éléments, les enquêteurs, qui n'avaient jamais mentionné à Canaan qu'ils le suspectaient dans la disparition de Suzy, lui demandent alors pourquoi, l'air de rien, il lui demande ça, pourquoi il a choisi ces inscriptions sur cette plaque d'immatriculation, ce à quoi Canaan a spontanément répondu, donc sorti de nulle part, que toute similitude avec la disparition de Susanna Lample n'était que purement fortuite, et ça avait estomaqué les enquêteurs. Encore une fois, jamais ils ne lui avaient parlé de leurs doutes. Alors la probabilité qu'il fasse le lien spontanément, pour eux, il faut forcément être coupable en fait. Et ça n'a fait que renforcer les doutes des enquêteurs. John Canaan a donc indiqué avoir choisi cette plaque tout à fait par hasard, et il ne s'est pas arrêté là, il a expliqué avoir acheté cette voiture volée à un homme d'affaires de Bristol, qu'il suspectait à l'époque d'être le responsable de l'attaque, donc de Shirley Banks, de la disparition de Suzy Lample,
et celle d'une autre femme inconnue. Puisque oui, Canaan nie toutes les accusations en bloc. Il est, d'après lui, purement et simplement innocent. Et c'en est trop pour les enquêteurs qui lui demandent alors si ce mystérieux homme d'affaires, ce ne serait pas plutôt lui. Et Canaan, complètement troublé, et après il est vrai un long interrogatoire, a répondu que oui, en fait c'est bien lui. Les enquêteurs n'en revenaient pas, il a avoué, mais dans la minute il s'est rétracté. Non, ce n'est pas lui. Il dit avoir dit ça sous le coup de l'émotion. La nouvelle filtre au travers des médias qui ne peuvent eux aussi s'empêcher de noter la ressemblance de Canaan avec le portrait robot de Mr. Keeper. Mais malheureusement, faute de preuves, Canaan n'est pas inculpé dans l'affaire de Suzy. Pire même, il va complètement être écarté de l'enquête. Et l'enquête va stagner. Encore et encore. Entre-temps, Canaan est condamné à la prison à vie pour l'affaire de Shirley et tout un tas d'autres affaires. Je crois qu'il y a eu au moins 10 crimes et délits différents. Et les enquêteurs vont malgré tout poursuivre leurs investigations dans l'affaire de Suzy. Ils vont ainsi faire plus de 800 comparaisons ADN avec divers corps de femmes non identifiées retrouvés au fil des ans, mais en vain. Puis c'en est trop pour les parents de Suzy. 7 ans après sa disparition, et n'ayant depuis longtemps plus aucun espoir quant à son probable funeste sort, ils la font déclarer morte. Nous sommes alors le 27 juillet 1993. Puis, au milieu des années 90, une autre affaire va raviver le souvenir de celle de Suzy, c'est le kidnapping à Birmingham d'une autre agent immobilier, une certaine Stephanie Slater. Dans l'affaire de Slater, le coupable a été appréhendé, c'est un certain Michael Sams. Alors il a été un temps dans le viseur des enquêteurs. Mais voilà, il est unijambiste et donc il boite. Or, souvenez-vous, aucun témoin n'a jamais mentionné que Mr. Keeper boitait. Alors il a été éliminé de la liste des suspects et malheureusement des agents immobiliers femmes piégés par de faux clients, il y en a eu par le passé et il y en aura d'autres après. En 1999, l'enquête de Suzy, qui est devenue un cold case, va être réétudiée par une nouvelle équipe d'enquêteurs qui va s'intéresser de plus près à Canaan. Cette nouvelle équipe ne comprend pas pourquoi la piste de Canaan a été mise de côté. Étudier son passif et l'interroger n'est pas suffisant à leurs yeux, et cette nouvelle équipe va faire de drastiques avancées. Elle apprend par exemple qu'avant la disparition de Suzy, plusieurs agents immobiliers de la région avaient été approchés par un certain Monsieur Keeper. Les enquêteurs pensent que c'est Canaan qui partait déjà en chasse, alors même qu'il était en prison ouverte. Alors ce Monsieur Keeper est-il Canaan? Une chose est sûre, ce Monsieur Keeper savait donc quelle maison était à vendre. Or, entre fin 70 et début 80, alors que Canaan était marié à une certaine June Val, et que le couple battait sérieusement de l'aile, on a dénombré une série d'une vingtaine de viols qui avaient eu lieu dans des maisons à vendre de West Midlands. Et c'est précisément où Canaan résidait à l'époque. Les enquêteurs pensent alors que, frustré par sa relation, il s'en est pris à d'autres femmes. Et comme de l'eau a coulé sous les ponts depuis la disparition de Suzy, eh bien on en sait plus sur lui. Il s'avère que cette série d'agressions avait pris fin alors que Canaan venait tout juste de rencontrer sa nouvelle compagne, une certaine Sharon Major. Comme si cette relation avait mis fin, un temps du moins, à la frustration de Canaan. Et ce n'est pas tout ce qu'il découvre. Il découvre qu'une poignée de semaines avant la disparition de Suzy, Canaan s'était spontanément, et sans y avoir été convié avant, présenté à la porte d'une maison qui était alors en vente. C'est la propriétaire, une jeune femme, qui lui avait ouvert. Sans se méfier, elle l'avait invité à entrer, et avait remarqué que, se pensant seule avec elle, son attitude avait changé. La pauvre avait senti le danger, mais heureusement elle n'était pas seule. Son mari était présent, et lorsqu'il est venu à la rencontre de Canaan, ce dernier s'était dépêché de partir, prétextant que cette maison ne l'intéressait pas. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont réinterroger les proches de Suzy et ils découvrent qu'elle s'était confiée à des amis quelque temps avant sa disparition. Elle leur avait révélé alors même qu'elle était en couple avoir rencontré un homme. Les deux se voyaient à l'occasion et elle avait juste précisé qu'il venait de Bristol, comme Canaan à cette époque. Mais plus tard, c'est un autre son de cloche qu'elle a donné à ses parents. On pense qu'elle parlait alors de ce même homme, et elle leur avait dit avoir peur de lui. Et à cette période, Canaan était incarcéré, mais en prison ouverte. Il était donc libre d'aller et venir en journée. Et Canaan, réinterrogé, a nié. Non, il n'a jamais mis les pieds à Fulham. Ce qui a été infirmé par son patron de l'époque qui a indiqué qu'il avait de nombreuses livraisons à faire à Fulham. Donc oui, bien évidemment que son employé s'y est rendu, et pas qu'une fois. L'étau se resserre sur Canaan. Début des années 2000, alors que l'affaire de Suzy est toujours non élucidée depuis une quinzaine d'années, les journalistes de l'émission Crime Watch
vont se pencher à nouveau sur l'affaire. Et ils y mettent les grands moyens puisqu'ils vont faire une reconstitution de l'itinéraire qu'a emprunté Suzy, à la fois dans sa Ford Fiesta et à la fois dans la BMW sombre, pour essayer de réunir de nouveaux témoignages. Et bien sûr, l'inquiétant profil de Canaan est abordé, et un témoin va se manifester. Il se souvient avoir vu un homme regarder un long moment à travers la vitre de l'agence immobilière où Suzy travaillait, le matin même de sa disparition, et selon lui, cet homme mystérieux correspond au profil à la fois de Canaan et à la fois du portrait robot. Et on sait que c'est précisément devant cette fenêtre qu'était le bureau de Suzy, car son responsable l'avait placé exprès ici. Sa beauté était censée, selon lui, attirer plus de clients. Malheureusement, ça ne donne rien de plus. Les enquêteurs vont alors chercher à connaître l'alibi de Canaan les 3 premiers jours de sa libération de la prison ouverte, qui coïncide encore une fois avec la disparition de Suzy. Et alors qu'il était réputé avoir une plutôt bonne mémoire, bizarrement, il n'a pas su répondre. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait les 72 premières heures de sa libération. Bizarre, je pense qu'on peut oublier beaucoup de choses, mais peut-être pas le moment où on a été libéré après des années d'incarcération. Et enfin, les policiers apprennent qu'en prison, Canaan était surnommé Mr. Keeper par ses codétenus, en raison de sa préférence pour le port de larges cravates de style Keeper. Vous savez, c'est les grosses cravates qu'on portait dans les années 80. Alors à ce stade, ça fait beaucoup. Les enquêteurs se décident à inculper Canaan. Nous sommes alors en décembre 2000. Enfin, pour les parents, enfin les autorités se rendent à l'évidence. Bon, précisons tout de même que les parents sont toujours restés d'une certaine pudeur, à pas vouloir accuser comme ça le premier venu, c'est déjà pas mal de pouvoir prendre du recul comme ça. Puis d'une certaine façon, on a senti qu'ils étaient tellement peinés par la mort de leur fille, mais ils se sont même dit qu'il y avait quand même un nombre incroyable de preuves indirectes. Mais les preuves indirectes ne suffisent pas toujours, il est essentiel pour les enquêteurs qu'ils réussissent à le faire avouer. Alors on cherche Canaan dans sa cellule, direction la salle d'interrogatoire du commissariat d'Hammersmith. L'interrogatoire durera 5 jours, et de toute évidence, Canaan n'est pas disposé à avouer quoi que ce soit. Et ça l'amuse même. Il les provoque allègrement, il explique aux enquêteurs qu'il y a bien 2-3 affaires, par-ci par-là, pour lesquelles il n'a jamais été confondu. Mais pas celles dont on l'accuse. Et ces entrevues ne donneront rien, les policiers ne s'avouent pas vaincus pour autant. Moins d'1 an plus tard, en septembre 2001, rebelote, Canaan est de nouveau interrogé, mais ça ne donne rien de plus. Retour donc à la case départ pour les enquêteurs, qui pensent pourtant tenir leur homme. Les enquêteurs épluchent alors les 26 000 fiches écrites du dossier, la disparition de Suzy ayant eu lieu avant l'émergence de l'informatique, et donc avant que les postes de police ne soient équipés d'ordinateurs, et ça va payer, puisqu'ils vont tomber sur une série d'appels énigmatiques qui avaient été soigneusement consignés par l'ancienne équipe. Et ces éléments n'avaient jamais été révélés dans la presse. Il semble même qu'ils étaient mis de côté. Après 26 000 fiches, faut en faire le tour. Donc cette nouvelle équipe découvre que 3 jours avant la disparition de Suzy, elle s'était rendue, et comme je vous le disais, souvenez-vous, au fameux pub Prince of Wales de Putney. Or, et comme je vous le disais, c'était le jour même de la libération de Canaan. Et on sait qu'il fréquentait assidûment ce bar. Et ce jour-là, Suzy s'est fait voler le contenu de son sac, justement dans ce bar. Et les enquêteurs pensent alors que ce sont là les méfaits de Canaan, et qu'ils la pistaient donc déjà. La pauvre avait quitté le bar sans savoir où étaient ses affaires, mais elles avaient finalement été retrouvées dans un coin du bar par le gérant qui avait aussitôt contacté Suzy, et elle était censée récupérer ses affaires le lundi 28 juillet, soit malheureusement le jour de sa disparition. Donc forcément elle n'était jamais venue. Or, l'après-midi même de sa disparition, une certaine Sarah, totalement inconnue parmi les proches de Suzy, avait appelé ce bar en disant qu'elle avait un message pour Suzy et elle avait donné un numéro de téléphone à contacter. Puis dans la foulée, c'est un homme qui avait appelé. Il lui s'était fait passer pour un policier, il avait demandé à lui-même d'aller récupérer le chéquier et l'autre agenda de Suzy. On ne sait toujours pas qui est cette Sarah, et le numéro qu'elle a laissé a été perdu par les policiers sans même avoir été vérifié. Et on ne sait pas qui est cet homme, seule certitude, ce n'est pas un agent de police. Alors les enquêteurs ont 2 hypothèses. La première, c'est que cette Sarah était peut-être en fait Suzy elle-même, et qu'elle aurait appelé sous la contrainte, soit ça aurait pu être un appel à l'aide, et le policier forcément, il suspecte Canaan. D'autant plus que dans l'affaire de la pauvre Shirley Banks, alors que la pauvre était retenue par Canaan dans son appartement, Canaan l'avait forcée à appeler son travail pour dire qu'elle serait absente quelque temps car malade.
Alors à ce stade et depuis un moment, en réalité, les enquêteurs sont à la recherche d'un corps plus que d'une personne. Et un témoin va les aider. C'est un proche d'une ex-petite amie de Canaan, une certaine Gilly Page. Ce proche a appelé la police de manière anonyme pour leur dire que Gilly lui avait confié que Canaan lui avait avoué le meurtre de Suzy et qu'il lui avait avoué avoir caché son corps en 1999 dans une base militaire. Malheureusement, la petite amie a toujours nié et le terrain avait depuis été réhabilité et il avait fait l'objet de nombreuses constructions. Donc les fouilles avaient été difficiles et de plus elles n'ont rien donné. Mais en 2001, estimant avoir assez d'éléments, les enquêteurs soumettent enfin leur dossier à la couronne. Cependant, l'affaire sera classée. Motif, manque de preuves directes. Cependant, il a été confirmé par le juge en charge de cette affaire que l'enquête avait été exemplaire. Mais la loi reste la loi, et selon lui, les éléments sont insuffisants et laissent donc un doute raisonnable. Mais fait rarissime. Dans une conférence de presse de novembre 2002, les policiers vont indiquer clore leurs investigations et ils ont l'audace de publiquement accuser Canaan, affirmant que selon eux, c'est lui le responsable et personne d'autre, et que pour des raisons purement juridiques, il a échappé à toute condamnation. Et ça, c'est extrêmement rare. Je crois même qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire ça, mais bon, là, je pense que ça n'a ému personne et que personne n'est venu défendre Canaan. Écoute de théâtre, en 2007, un criminologue qui avait longuement discuté avec Canaan, alors qu'il est en prison, a informé les policiers que ce dernier lui a avoué avoir possédé une autre voiture dans les années 80, une Ford Sierra rouge, et selon lui, il est possible qu'il s'en soit servi pour déplacer Suzy, pour encore plus brouiller les pistes. Et après d'intenses recherches, la voiture a été retrouvée dans une décharge de Londres, et après examen, on y a trouvé dans l'habitacle les ADN de Canaan et de Suzy. Ce qui veut dire que Suzy a forcément été dans cette voiture. Les enquêteurs, voilà une chance inouïe d'enfin faire condamner Canaan, mais voilà, chose assez déroutante, voire même aberrante, la couronne va estimer qu'il est impossible pour autant de prouver que les deux s'y soient trouvés en même temps. Donc encore une fois, Canaan échappe à la justice. Les Anglais sont hébétés, sans parler des enquêteurs. Que leur faut-il de plus, pense-t-il? Qu'ils soient pris la main dans le sac? Qu'il soit photographié, tout en signant une décharge, je sous-signais être actuellement en train de faire du mal à Susanna. Bref, vous voyez le genre. Mais la couronne, c'est pas qu'elle s'en moque, c'est qu'ils doivent déjà faire appliquer la loi, et en sachant que Canaan est déjà en prison et pour le reste de sa vie, donc au moins ils ont la certitude que jamais il ne sera confronté à d'autres femmes plus tard dans sa vie. Et sachez d'ailleurs que cette affaire reste à ce jour non élucidée. À ce jour, Canaan soutient être innocent dans, bien évidemment, toutes les affaires dans lesquelles il est suspecté, arguant cependant qu'il connaît le responsable de toutes ces affaires, le fameux homme d'affaires de Bristol. Il est aujourd'hui âgé de 68 ans, il croupit en prison, de laquelle, encore une fois, il ne sortira jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous connaissez comme ça d'autres affaires concernant des agents immobiliers féminines, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Je les ferai pas sur la chaîne, mais j'avoue que j'aimerais bien en voir d'autres. J'en connais 2-3 autres, mais celle-ci je la connaissais pas. Merci en tout cas, comme toujours, pour tous vos messages. N'hésitez pas à échanger sur cette affaire en barre de commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur notre Instagram et notre TikTok, les YouCrim Sisters. J'ai fait une petite pause sur TikTok actuellement parce que le hasard fait que les derniers sujets qu'on a traités nous ont demandé tellement de temps, 40 minutes de vidéos en moyenne, alors faut compter le montage et on arrive juste à faire 2 vidéos. Voilà, ce qu'on fait en ce moment c'est une vidéo, on n'a pas le temps de respirer, de sortir de la tête de l'eau, qu'on en fait une autre, qu'on en fait une autre, qu'on en fait une autre, et il y a un moment on arrivera à prendre un peu d'avance pour aller s'occuper de nos autres réseaux. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire les amis.